Regardez bien le reportage qui va suivre, car la mésaventure que vit aujourd'hui Laurence est assez incroyable. En effet, du jour au lendemain, cette jeune femme, employée par un avocat, a découvert que son patron a tout simplement, pendant 3 ans, oublié de la déclarer. Condamné par la justice, il lui doit aujourd'hui pas moins de 116 000 €. Nada Madi vous raconte cette histoire. J'ai un jugement où il me doit plus de 110 000 €, qui est revêtu de l'exécution provisoire. Et malgré ça, il ne m'a toujours rien donné et je ne sais toujours pas comment je vais faire pour manger. Je pense qu'il est très malhonnête, que c'est un filou. J'ai besoin de cet argent, il faut que je paye mon loyer, j'ai des charges, il faut que je donne à manger à mon fils. Et j'en ai un besoin véritablement urgent. Comme chaque semaine, Laurence se rend à la mairie afin de récupérer quelques bons alimentaires. Une démarche devenue nécessaire pour subvenir à ses besoins. Je ressens de la honte parce que c'est pas quelque chose qui que je vis bien parce que je passe au supermarché de mon village je paye avec des bons alimentaires de 10 € et on se sent pas digne. On se sent pas, voilà, encore une fois, on passe à la caisse du supermarché devant vos voisins et c'est très pénible. C'est vraiment pénible. Si Laurence en est là aujourd'hui, c'est parce que son ancien employeur lui doit plus de 100 000 € et refuse tout simplement de payer. D'autant plus surprenant selon Laurence, lorsque l'on connaît sa profession. C'est parce que c'est un avocat et qu'il se croit intouchable et au-dessus des lois. Notre enquête démarre dans le sud de la France. Laurence nous reçoit chez elle, à 60 km de Marseille. C'est ici qu'elle élève son petit garçon de 7 ans. Une vie paisible et sans histoire. Mais en apparence seulement, car cela fait plus d'1 an que Laurence mène seule un lourd combat judiciaire. Pour mieux comprendre son histoire, elle nous invite à revenir 5 ans en arrière. Nous sommes en 2003. Laurence est à la recherche d'un nouvel emploi. En fait, un ami commun qui m'a présenté cet avocat et qui avait besoin à l'époque d'une secrétaire parce que la sienne était partie. Laurence signe un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2003 avec cet avocat. Elle est désormais sa secrétaire. Cet homme qui dirige son propre cabinet, nous l'appellerons Maître K. Alors voilà, là on se trouve devant le cabinet où j'ai travaillé et où tout se passait bien. C'était un travail qui me plaisait, qui m'intéressait. J'étais en contact avec des gens et ça me plaisait de les aider. Ça me rappelle plein de bons souvenirs et malheureusement de très mauvais aussi. Mais alors, que s'est-il passé? Nous sommes en 2005 lorsque Laurence s'inquiète de ne pas recevoir son relevé de points de retraite et certains bulletins de salaire. Donc à ce moment-là, moi je me rapproche de mon employeur et là il m'indique que j'ai aucune raison de m'inquiéter, que tout est fait, que pour les bulletins de salaire c'est un problème, ça vient de sa comptabilité, qu'ils ont pris du retard, mais que je les aurai incessamment sous peu. Mais l'année suivante, Laurence constate le même problème. Il lui manque de plus en plus de fiches de paye. Maître K continue alors d'invoquer de prétendus soucis de comptabilité. Et c'est finalement en janvier 2008 que le masque tombe. Un élément troublant alerte Laurence. En effet, cela fait 3 ans qu'elle ne reçoit plus ses déclarations d'impôts pré-remplies. Donc je me suis rendue au centre des impôts pour demander des explications. Et là, on m'a dit de me rapprocher de la CRAM pour avoir un relevé de carrière et élément de preuve pour vérifier si mon employeur avait bien exécuté ses obligations. Donc je me suis rendue à la CRAM, ils m'ont sorti un relevé de carrière et là, aux surprises, le relevé de carrière s'arrêtait en 2005. La CRAM, Caisse régionale d'assurance maladie, et le centre des impôts dévoilent les faits. Laurence n'est tout simplement plus reconnue par son employeur depuis 2005. En d'autres termes, elle n'est pas déclarée. Révoltée, Laurence demande alors des explications à Maître K, mais celui-ci n'en aurait eu que faire. Il ne pouvait pas ignorer que les démarches n'étaient pas faites, puisqu'il avait dû recevoir des relances et de l'URSSAF et de tous les organismes sociaux qui font état, effectivement, de par leur attestation, que je ne suis pas déclarée. Le 13 février 2008, Laurence saisit le Conseil des prud'hommes. Elle n'a pas les moyens de prendre un avocat, mais qu'importe, elle veut se battre et retrouver ses droits. Je n'avais aucune certitude sur la finalité du procès. Les seules certitudes que j'avais, c'était qu'effectivement,
je n'étais pas déclarée et que tous ces manquements émanaient de mon employeur. Le 6 janvier 2009, le tribunal des prud'hommes rend son verdict. Le contrat de travail est résilié au tort exclusif de l'employeur. Maître K est condamné pour travail dissimulé. Il doit verser près de 116 000 € d'indemnité à Laurence. Il doit aussi lui remettre 19 bulletins de salaire et une attestation assédique conforme. Le jugement est exécutoire, mais Maître K ne semble pas l'entendre de cette oreille et fait appel de la décision. Une des seules choses qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait un chèque de 28 000 € que j'ai déposé en date du 16 février 2009 et qui m'est revenu 10 jours après impayé. Laurence perd patience. Comment peut-elle s'en sortir alors qu'elle ne perçoit pas un centime par mois? Nous sommes le 31 mars 2009. Il est 10h30. Ce matin, Laurence a rendez-vous aux Acédiques pour tenter une inscription malgré sa situation délicate. En fait, il a une rupture pour travail dissimulé. Il y a donc une rupture de contrat, auteur exclusif de l'employeur. Votre attestation assédique? Alors là, on a commencé un grand moment. Là, vous n'avez aucun document, c'est ça? Si, mais on va commencer un grand moment. Laurence montre au jeune homme tous les documents qu'elle possède. Tant bien que mal, elle lui explique ses déboires et malheureusement, l'inscription aux Acédiques va se révéler impossible. En gros, vous n'avez rien. Alors, c'est ce que je veux vous demander. Non, mais c'est pas bon, ça. Alors, attendez. La seule chose qu'on peut faire, en fait, c'est d'envoyer un recommandé... Enfin, c'est la procédure, hein. Un recommandé à l'employeur en demandant l'attestation assédique. Après 1 heure d'entretien, Laurence est anéantie. C'est auprès de ses parents qu'elle trouve du réconfort. Malgré leur petite retraite, Daniel et André donnent chaque mois un peu d'argent à leur fille. Si on n'était pas là, c'est sûr qu'elle serait dans une misère complète parce que, avec un enfant et elle toute seule, avec ce qui se passe, disons que ce serait dramatique. Elle a fait sa dépression, mais elle a le mérite quand même d'avoir quand même un peu tenu le coup aussi. De s'être battue, justement, pour son fils. C'est vraiment, véritablement pour lui que je fais tout ça. Parce que c'est une responsabilité d'avoir un enfant et une maman digne de ce nom ne peut que se battre pour continuer à lui garantir un toit et lui donner à manger. Alors que nous reprenons certains points de l'affaire, Laurence nous fait part de son incroyable découverte. Suite au jugement, Maître K aurait embauché une nouvelle secrétaire. Laurence l'a contactée il y a quelques semaines. Les deux femmes auraient alors contacté la CREPA, l'organisme de retraite complémentaire des avocats et de leurs salariés. On s'est rencontrés et je lui ai communiqué, je lui ai montré tous les éléments, mon jugement, enfin tous les éléments que j'avais en ma possession pour l'alerter, en tout cas pour qu'elle soit vigilante sur sa situation à elle. Elle a téléphoné en l'occurrence à la CREPA, encore une fois, et là elle a eu un interlocuteur qui lui a effectivement confirmé qu'elle n'était pas déclarée. Malgré une lourde condamnation, Maître K aurait pourtant récidivé. Devant notre caméra, Laurence contacte la nouvelle secrétaire. J'aurais tellement imaginé que c'en était à ce stade-là, quoi. Donc bien sûr que j'avais des méfiances au début, mais j'étais à chaque fois, si tu veux, sous l'emprise, entre guillemets, quoi, de son statut. De son jeu de sympathie, de bonne humeur, tout ça. Donc à chaque fois, ça me faisait un peu douter, quoi. Ça paraît tellement évident qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils ne respectent pas le droit des salariés, quoi. Et l'avenir, tu le vois comment? C'est simple, sans lui. Aujourd'hui, cet avocat est en redressement judiciaire. Et Laurence attend toujours ses documents et ses indemnités. Pourtant, notre homme serait propriétaire d'une maison, estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors pourquoi, s'il a les moyens d'exécuter le jugement, met-il son activité en péril? Après la pause, vous assisterez à la rencontre entre Laurence et son ex-employeur. Au jeu des questions qui fâchent, qui remportera la partie? Ça va très très mal se passer. Et là, je suis en train de péter un câble. Je sors d'ici avant que j'appelle la police. Ah, vas-y, alors putain, vas-y. Allez, vas-y. Appelle les flics. Vas-y. Faites de la sortie, c'est d'accord. Voilà. Sur le plateau de Sans aucun doute, notre équipe contactera l'adversaire de Laurence. Grâce à ses talents d'orateur, l'avocat tentera de convaincre l'auditoire de sa bonne foi. Laurence ne s'en laissera pas compter.
faut pas oublier qu'à la base, c'est moi la victime. Et moi, ça, je veux pas l'oublier. Et je veux pas l'oublier, tu sais pourquoi? Je veux pas l'oublier pour Léo. Le combat d'une femme pour son fils et la défense de ses intérêts à suivre dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous vous racontions les déboires de Laurence, aux prises avec un avocat qui semble se croire au-dessus des lois. Laurence s'apprête à rencontrer l'individu. Voici la suite de notre document. Là, je veux absolument qu'il me donne des explications cohérentes et qui commence vraiment à réagir sur le jugement qui, encore une fois, lui est revêtu de l'exécution provisoire et qui l'oblige à faire tout ça. Il m'a volé 400 € sur mes fiches de salaire pendant 38 mois. Qu'il n'a jamais reversé aux organismes. Donc il m'a privé de mes droits, il m'a privé d'être couverte au niveau social, de toutes mes couvertures sociales. J'ai été privée de tout ça. Je ressens de la colère et voilà, je suis angoissée, je suis pas bien, mais je veux le faire quand même, je veux y aller. Nous équipons Laurence d'une caméra cachée. Direction le cabinet de Maître K. Et contre toute attente, l'avocat semble enfin réagir. Je viens voir où ça en est. Mais il y a eu un virement de 20 000 € la semaine dernière. Juste comme ça, tu me donnes 20 000 la veille où tu passes en redressement judiciaire? Et je te redonnerai... Et ça fait combien de temps que tu m'as... Je te donnerai 8 000 dans la journée. Ah ouais. Moi, je mais tu me les donnes parce qu'à un moment donné... T'as le coup près sous la tête. Hein. Tu me les donnes pas parce que j'ai faim. Je te les donne quand je les ai. Tu les donnes quand tu les as? Je te les donne quand je les ai. D'accord. Alors, tu dis dans le jugement que tu as des bulletins de salaire. Donne-moi mes bulletins de salaire de 2007. Ça va très très mal se passer. Là, je suis en train de péter un câble. Je sors d'ici avant que j'appelle la police. Ah vas-y, alors putain, vas-y. Allez, vas-y. Appelle les flics. Vas-y. Faites-la sortir, c'est de la privée. Voilà, tu as vu? Dis-moi, je crois que j'ai mangé comment, moi, depuis un an? Écoute, tu n'as qu'à travailler, moi ça fait un an que je... T'as qu'à travailler, tu as entendu? Voilà, t'as qu'à travailler depuis un an. Maître K nous met à la porte. Un virement de 20 000 € aurait été fait. Mais Laurence ne compte pas en rester là. Ça me met dans un état de colère et d'indignation. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse réagir comme ça. Voilà. Et qu'à chaque fois, c'est moi qui... et je suis dépendante de son bon vouloir. Voilà. S'il décide que ça se fait parce qu'il a une autorité supérieure qui, à un moment donné, il est coincé, il va le faire. Et puis s'il a décidé de ne pas le faire, il va me laisser des mois sans rien. Voilà. De retour chez elle, Laurence contacte sa banque. Le virement de 20 000 € est bien confirmé. Dans la foulée, nous appelons la CREPA, l'organisme de retraite complémentaire. Peut-être ont-ils de nouvelles informations. Alors là, en 2 jours, je viens d'apprendre qu'il a fait un virement de 20 000 € qui correspond à rien, je ne sais pas ce que c'est, et qui viennent de régulariser, qui viennent pallier à la carence au niveau de l'organisme de la retraite complémentaire sur 1 an. En clair, Maître K vient tout juste de déclarer Laurence et nous apprenons qu'il en a fait de même pour sa nouvelle secrétaire. Pourquoi un tel revirement de situation en seulement 48 heures? Au cours de notre enquête, le mandataire judiciaire en charge du redressement de Maître K nous apprend que ce dernier aurait été entendu la veille par le bâtonnier. Si l'affaire n'est pas régularisée, l'avocat risque la liquidation. Ces 20 000 € sont une première victoire, mais l'avocat doit encore à Laurence 96 000 € et les documents qui lui permettront de retrouver ses droits. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est véritablement que ça se termine. Voilà, j'ai plus envie d'y penser, j'ai plus envie d'en parler, je veux que ça s'arrête. Voilà. C'est une femme courageuse que nous avons rencontrée, une femme qui a la force d'affronter un homme de loi pour récupérer 4 ans de sa vie et sa dignité. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Si on essaie, Laurence, et si on arrive à récupérer des feuilles de paie, des attestations acédiques, il pourrait y avoir quelque chose quand même pour vous. Normalement, je pourrais régulariser votre situation et pouvoir enfin toucher le chômage de façon à attendre et retrouver un emploi. Colère aussi de votre côté? L'impression d'avoir été trompée peut-être? C'est la colère d'une maman qui à 15 jours de Noël, peut pas acheter un cadeau à son fils. Voilà, c'est cette colère. Vous avez le sentiment d'avoir été trompée? Abusé, oui. Abusé. Mais vous avez travaillé pendant de nombreuses années avec lui. Il était aussi irresponsable?
ou que pas pour... dans Ah ces non, non, mais affaires son irresponsabilité est ciblée. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun préjudice pour sa sécu, pour sa retraite. Et pour lui, son argument, c'est de dire « je suis un mauvais gestionnaire ». Voilà. Mais ce monsieur ne s'arrête pas là, puisque dans ce règlement de conflit que vous avez avec lui, il accepte de vous faire un chèque. Le problème, c'est que le chèque est en Bois. En bois. Là, comment ça se passe? Ben, ça se passe que vous repassez encore 3 mois sans pouvoir m'acheter à manger. Ne vous y trompez pas, le sourire éclatant de Laurence cache en réalité une profonde détresse. Depuis 7 ans, un différend l'oppose à son ex-patron, un avocat qui lui devrait 100 000 € d'indemnité. Sans emploi et avec un enfant à charge, cette jeune maman peine à boucler ses fins de mois. Dans l'équipe, personne ne reste insensible aux difficultés que rencontre Laurence. C'est pourquoi nous lui viendrons en aide dans un instant. Mais d'abord, que peut-on reprocher à son ancien employeur sur le plan pénal? Et que pensent nos experts du comportement de leurs confrères? Au nom de tous les confrères qui sont ici autour de ce plateau, je voudrais vous présenter les excuses de la profession par rapport à un confrère qui est indélicat. Lorsque nous rentrons en profession, nous faisons un serment. Et dans ce serment, nous nous engageons à respecter 7 principes essentiels. Et sur ces principes, il y en a un, celui de la probité et de l'honneur, qui sont quand même relativement importants. Et franchement, on ne peut plus le laisser faire. Il doit aujourd'hui régler ses comptes. Et c'est la première des choses, c'est son personnel. Parce qu'un professionnel du droit ne peut pas exister sans son personnel, qui lui permet également de répondre à ses clients. Christophe, c'est hallucinant. C'est qu'il n'a rien payé. C'est-à-dire qu'il édite des bulletins de salaire. Comme Voilà. quoi, il aurait soi-disant payé, il n'a rien payé. Et il s'embourbe Ils sont le reste. contents de dire, voilà, j'ai remis le papier, c'est du papier, hein. Je vous ai remis un papier, avec ça, je ne peux plus être condamné. C'est n'importe quoi. Mais il y a une chose fondamentale quand même, il ne faut pas l'oublier. En ne respectant pas ses obligations sociales, il a fait que son salarié aujourd'hui n'a pas de droit à la retraite. Elle n'a pas de droit à la retraite, elle n'a pas le droit à ses cotisations maladie, elle a le droit à rien. C'est qu'on lui a effacé 4 ans de sa vie. Il est bientôt 12h30 à l'horloge du plateau. Christophe Moulin demande à la régie de contacter Nada Madi. Notre journaliste s'est rendu sur le terrain afin d'entrer en contact avec l'ex-employeur de notre témoin. Alors, je vous propose de retrouver tout de suite notre journaliste, que vous connaissez bien, Laurence, puisqu'elle a enquêté à vos côtés, c'est Nada Madi. La connexion est établie, le duplex débute. Nada, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, Christophe. Alors, Nada, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de le trouver? Donc ce qu'on a mis en place aujourd'hui pour ce duplex, c'est un rendez-vous. Donc j'ai donc pris rendez-vous avec lui, il nous attend aujourd'hui dans son cabinet à 17h30. Donc là je suis à quelques pas de son cabinet, prête à intervenir. Eh bien écoutez Nada, on va pas perdre de temps, vous allez directement dans son cabinet, vous lui dites bonjour, vous lui expliquez qui vous êtes. Eh bien écoutez, on y va Christophe. Dans ce dossier, notre objectif est triple. Il s'agit de récupérer les 14 fiches de paye ainsi que l'attestation acédique que Laurence réclame à son ex-patron depuis 7 ans. Pour finir, nous devrons le contraindre à s'acquitter de sa dette, quelques 100 000 €. Sur le terrain, notre journaliste arrive devant la porte du cabinet, nous rétablissons le contact. Bonjour. Maître. Bonjour. Je me présente, je suis Nada Madi, je suis journaliste sur TF1. Pour l'émission Sans aucun doute, je vous passe Christophe Moulin, je l'ai au téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour, Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute sur TF1 et j'ai sur mon plateau votre ancienne collaboratrice Laurence. Moi, ce que je voudrais d'abord avec vous, c'est avoir votre version de cette affaire et puis comment on peut trouver un arrangement, voire un échéancier pour que Laurence puisse retrouver son argent. D'abord, je n'ai pas envie de communiquer sur ce problème-là. Il y a des procédures qui sont en cours. Et là, je suis au cabinet en plein travail. Oui, mais vous aviez rendez-vous avec notre journaliste Nada Madi, donc on va prendre 10 minutes ensemble. Ce que j'admets pas, c'est d'abord qu'on prenne rendez-vous sous un pseudonyme ou sous un faux nom. Mais tout simplement, je vais vous expliquer, maître. Parce non, que mais si vous ne me laissez pas parler, c'est pas... Vous êtes, allez-y, vous avez la parole. La conversation s'achève brutalement. Toutefois, nous ne pouvons nous contenter d'un échange aussi rapide. Nous rappelons aussitôt. Non, mais j'ai pas du tout envie de communiquer avec vous. Non, mais maître, essayons. Sous un nom qui n'était pas le... Enfin, sans me dire de quoi il en retournait, c'est un procédé qui est quand même assez curieux. Donc je n'ai aucune envie de discuter là-dessus. Pour moi, l'affaire est terminée. Et la justice est saisie, il y a une procédure qui est en cours. Mon cher confrère, Denis Del Rio, nous professons le même métier, semble-t-il, mais j'aurais quand même une question à vous poser. Comment vous en êtes arrivé là, pour commencer? Comment ça se fait que vous avez réussi quand même à employer du personnel dans votre bureau sans
être en règle avec les caisses de cotisation. Vous savez très bien que nous sommes astreints quand même à des règles professionnelles de, je dirais, de délicatesse, de probité. Elle a toujours été déclarée, je suis en redressement judiciaire. Non, préalablement. Excusez-moi, mon cher confrère, j'ai lu la décision vous concernant. Et il y a bien un défaut de déclaration, il y a même une difficulté en ce qui concerne le paiement des charges afférentes, notamment pour les retraites et l'assurance maladie. La décision a été frappée d'appel parce que oui, je comprends bien. C'est un tissu d'incohérence du début à la fin. Il a été dit au cours de notre enquête que votre actuelle secrétaire n'avait pas également été déclarée, qu'elle avait eu des problèmes identiques à ceux de Véronique et que la situation avait peut-être été régularisée. Que dites-vous à ça? Mais la secrétaire actuelle a été déclarée avant l'embauche, comme c'est normal. Elle a eu l'attestation de déclaration préalable à l'embauche qui lui a été remise. Elle a été ensuite déclarée, ses salaires ont été déclarés aux caisses, etc. J'ai un comptable s'est chargé de tout. Et sa situation est normale là aussi. Mais elle a toujours été déclarée et elle a toujours eu. Et si on avait eu un comportement normal il y a un an au lieu d'avoir les démarches qui ont été faites par Laurence, on n'en serait pas là aujourd'hui. L'essentiel, c'est de savoir comment aujourd'hui on peut trouver une solution pour Laurence. Il reste de l'argent, beaucoup d'argent, 96 000 €. Et puis surtout, elle a besoin de ses feuilles de paye et les attestations acédiques pour pouvoir être inscrite. Mais alors, les bulletins de paye, elle les a, le comptable les a établis. Elle précise qu'ils ne lui conviennent pas sans me dire pourquoi ça ne lui convient pas. Alors justement, elle est en plateau, elle va pouvoir vous le dire. Alors, on va répondre à ça. Moi, j'ai un document des huissiers parce que j'ai quand même été obligée de te... Ben voilà, la petite longueur d'avance, Laurence, c'était qu'il a raccroché avant que vous puissiez lui poser une question. L'avocat refuse de poursuivre le dialogue. Il est 13h, passé de 8 minutes. Toujours aucune avancée concrète. Sur le terrain, la conversation se prolonge entre notre journaliste et l'homme de loi. J'ai pas envie de parler au téléphone. Je parle aux gens qui sont devant moi, je parle pas au téléphone. Et qu'est-ce qui te dérange de parler au téléphone? Mais parce que je n'aimais pas le ton sur lequel on me parle. On ne cherche pas à comprendre, on cherche simplement à accuser. Vous voulez qu'on vous passe le rose à ce moment-là? Vous voulez dire qu'il au téléphone? Ça sert à rien. Finalement, après de longues minutes, il accepte de réengager la conversation. Bon, eh ben voilà, on va peut-être finir par arriver, parce que moi je veux bien parler, mais à condition qu'on me laisse dire 3 mots. Allez-y, maître. Donc, les déclarations ont été faites, que par contre il y avait des retards de cotisation, et je me suis trouvé avec quelques têtes, je le reconnais complètement le problème. Très bien. J'ai assumé jusque-là, j'ai vendu des biens pour pouvoir régler ce que je devais, j'ai fait des démarches, et donc qu'elle savait, enfin elle était au courant de tout, on avait une relation amicale, on se voyait tous les jours, et tout passait par elle, donc elle savait, elle connaissait très très bien le problème. L'année dernière, oui. Il y a juste là un petit problème, c'est par rapport aux 19 bulletins de paie. Aujourd'hui, les bulletins de paie qui auraient été remis étaient incorrects, erronés ou comportaient des erreurs. N'est-il pas possible, d'après vous, de refaire en fait ces bulletins qui correspondent à sa demande? Est-ce que ça, vous pensez que c'est insurmontable? Et je que non, c'est simplement que vous me redonnez la liste. Il n'y a aucun problème. Nada, notre journaliste qui est avec vous, elle a la liste, donc elle va vous les donner. Vous allez faire ça tranquille ensemble. C'est dans le jugement. Sans pression, il n'y a pas de problème. C'est dans le jugement. C'est dans le jugement. Un premier pas est franchi. Notre interlocuteur consent à remettre à Laurence ses fiches de paye. À présent, il s'agit d'obtenir l'attestation acédique de Laurence, une pièce indispensable au versement de ses indemnités chômage. Qu'est-ce qui bloque là-dessus? Quel est le problème? Qu'on me dise quel est le problème. Et moi, l'attestation acédique, c'est du chinois pour moi. Donc qu'on me dise, voilà, il y a ça et ça. On va vous donner la réponse. Mon cher confrère, je me permets de prendre juste la parole, Maître Cordès, un de vos confrères. Pour qu'une attestation acédique soit valable, il faut produire les bulletins de salaire correspondant à l'attestation acédique dont il s'agit. En d'autres termes, si madame... Voilà, donc si votre ancienne salariée, vous lui donnez les bulletins de salaire et l'attestation acédique correspondante au bulletin de salaire régularisé, et l'attestation d'acédite sera tout à fait valable et tout sera parfaitement régularisé. Elle a besoin des bulletins de paye du travail qu'elle a déjà eu, mais qu'on va lui redonner. D'accord. Voilà. Mon frère, la dernière chose, puisque là on a déjà résolu 2 problèmes sur 3. Il y a le problème du jugement et de la condamnation, puisqu'il était à peu près de 100 000 €. Dans le plan de redressement, vous avez parlé de 100 000 €. Est-ce qu'il n'est pas possible, là-dessus, de faire une proposition d'un échéancier qui permettrait quand même de trouver une solution? Alors,
elle a déjà eu 20 000 euros qui lui ont été envoyés il y a une quinzaine de jours. Quelques jours. Oui, c'est très bien. Elle devrait avoir 8 000 euros qui vont lui être versés d'un instant à l'autre. 8 000 euros qui vont lui arriver bientôt, c'est ça? Ouais, j'espère dans la semaine. Dans la semaine, d'accord, très bien. Si je pouvais faire plus, je le ferais très volontiers. Je ne peux pas faire plus dans la situation actuelle. Le problème, c'est qu'avec la publicité qu'elle me fait à travers la ville et à travers votre émission, c'est pas évidemment très florissant pour le cabinet. Je sais, maître, mais d'un autre côté, je vous entends, je vous écoute et je vous comprends. Mais d'un autre côté, maître, c'est pas de sa faute si on en est dans cette situation-là aujourd'hui. Notre interlocuteur n'est pas tendre à l'égard de son ancienne secrétaire. Ses propos semblent irriter Laurence. Pour la première fois, la jeune femme sort de sa réserve. Elle interpelle son ancien patron. Aujourd'hui, c'est moi le bourreau et c'est toi la victime. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même bien réaliser que moi, pendant 3 ans, plus de 3 ans, tu m'as soustrait sur mes bulletins de salaire à peu près 400 € de charges, sans les reverser aux organismes sociaux, plus tout le préjudice que tu m'avais subir cette année, c'est-à-dire que tu m'as laissé des mois sans aucun revenu. Donc à un moment donné, oui, effectivement, pour ceux qui vont entendre cette émission, c'est moi qui m'acharne, c'est moi qui fais des démarches, effectivement, que tu vas peut-être pas trouver très déontologiques, sauf qu'il faut pas oublier qu'à la base, c'est moi la victime. Et moi, ça, je veux pas l'oublier. Et je veux pas l'oublier, tu sais pourquoi? Je veux pas l'oublier pour Léo. C'est vraiment, véritablement pour lui que je fais tout ça. Parce que c'est une responsabilité d'avoir un enfant et une maman digne de ce nom ne peut que se battre pour continuer à lui garantir un toit et lui donner à manger. Donc on va pas y passer 2 heures, mais sache que moi aujourd'hui, j'ai 2 documents pour tout contredire. Alors mon cher confrère, je veux juste vous faire une petite précision par rapport à la décision qui est à exécution provisoire, c'est-à-dire la décision du Conseil des prud'hommes vous condamnant. Vous avez exécuté 28 000 € sur 116 000. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous, on veut un geste complémentaire. Il peut même y avoir peut-être un accord de Laurence, ici présente, pour dire je ne soulèverai pas l'irrecevabilité de l'appel pour non-exécution s'il en a exécuté pour au moins la moitié. Allez, on part sur cette base-là. Est-ce que vous seriez d'accord sur ce terrain-là? Écoutez, je vous l'ai dit, je n'ai pas, si j'avais la possibilité de sortir mon chéquier et de verser 116 000 €, je le ferais depuis bien longtemps et l'affaire serait réglée. Je n'ai pas cette possibilité. Faire un échéancier. Mais alors, un échéancier. Un échéancier a été soumis au tribunal, le tribunal l'arbitrera. Je suis un peu hors concours. Pourquoi vous avez payé 28 000 €? Maître, je suis un peu hors concours dans cette histoire parce que, voilà. Une nouvelle fois, l'échange est interrompu. Problème technique ou acte délibéré. Quoi qu'il en soit, nous retentons notre chance avec un objectif, convoquer les deux parties autour d'une table en vue d'aboutir à un accord. Avons-nous une chance d'y parvenir? Est-ce qu'il serait possible, vous et votre avocat, Laurence et son avocat, de se retrouver dans un même lieu, de mettre les choses à plat et d'essayer de trouver un échéancier, de faire avancer les choses? Et bien sûr, on a dû le faire depuis le départ. Simplement, on n'a jamais pu avoir une discussion normale depuis plus d'1 an. Donc, si on arrive un jour à se mettre autour d'une table pour discuter logiquement et chacun en écoutant l'autre, la discussion, je suis tout à fait favorable dans la mesure où on arrive à discuter de manière sereine et calme. Sereine et calme. Laurence. Mais je suis ravie de l'entendre dire ça. Oui. Ouais, je suis ravie, vraiment. Bon, alors, on essaye de partir comme ça. La semaine prochaine, c'est réalisable, maître? C'est réalisable, oui. C'est réalisable la semaine prochaine? Oui. Alors, vous restez avec Nada. Merci beaucoup, maître. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour régler définitivement cette affaire. Merci en tout cas d'avoir accepté de dialoguer aussi longtemps avec nous. Contre toute attente, l'ex-employeur de Laurence accepte de la rencontrer afin d'amorcer les négociations. La perspective d'un dénouement heureux se dessine enfin. Je pense qu'avec Denis à vos côtés, voilà, on va pouvoir trouver une solution. Vous allez pouvoir trouver une solution. Et aujourd'hui, il faut vivre, essayer de retrouver le sourire et récupérer cet argent. On a une possibilité de le faire, donc on va le faire pas à pas. Merci. Allez Laurence, on vous applaudit très fort. Je voudrais voir ce sourire quand même. Hein? Ayez confiance.